Suite aux manifestations successives face aux problèmes d'électricité, les dirigeants ont enfin réagi et ont annoncé des projets lors du Conseil des ministres d'hier. Cependant, les responsables de la JIRAMA préviennent que les efforts pour limiter les coupures d'électricité ne se feront sentir qu'au bout d'un an au moins. Le Royaume-Uni a fait savoir ce jour qu'il rétrocédait à l'île Maurice la souveraineté sur l'archipel des Chagos, une nouvelle qui signe la victoire diplomatique de l'île Maurice et interpelle sur la situation de la revendication des îles éparses par Madagascar, revendication qui est actuellement au point mort. De l'actualité internationale, les dockers de grands ports de la côte est du sud des États-Unis sont en grève depuis mardi 1er octobre. Une première en près de 50 ans, après l'échec d'une tentative in extremis de résolution et à peine 5 semaines avant le scrutin présidentiel. Le Royaume-Uni a fait savoir ce jour qu'il rétrocédait à l'île Maurice la souveraineté sur l'archipel des Chagos. Constitué d'une 60aine d'îles, l'archipel des Chagos a été revendiqué pendant plus d'un demi-siècle par le Royaume-Uni. Son intérêt principal était de conserver la base militaire américano-britannique située sur l'atoll de Diego Garcia, qui fait partie de l'archipel. Diego Garcia continuera d'ailleurs à abriter cette base et à garantir le fonctionnement à long terme, la base jouant un rôle primordial dans la sécurité régionale et mondiale. L'annonce a été faite dans une déclaration conjointe entre les premiers ministres britanniques et mauriciens. L'accord doit être finalisé dans un traité qui sera signé le plus rapidement possible. Si ce retour de la souveraineté de l'archipel des Chagos à l'île Maurice met fin à des décennies d'après-négociations entre les deux parties, elle est pour l'île Maurice synonyme de victoire diplomatique. L'île Maurice a mené une offensive diplomatique sans relâche pour la restitution de cet archipel. Pour ne citer que les actions qu'elle a entreprises cette dernière décennie, il y a l'avis consultatif demandé par l'Assemblée générale des Nations unies à la Cour internationale de justice le 22 juin 2017 sur le respect par le Royaume-Uni du droit international dans le processus de décolonisation. La résolution des Nations unies a aussi interpellé la Cour internationale de justice sur les conséquences juridiques du maintien de l'archipel des Chagos sous administration britannique. En septembre 2018, Maurice porte à nouveau l'affaire devant la Cour internationale de justice pour un avis consultatif sur les objections du Royaume-Uni. Le résultat de cette démarche se fait attendre, mais aboutit, car le 25 février 2019, la Cour internationale de justice estime dans un avis consultatif que le Royaume-Uni a illicitement séparé l'archipel des Chagos de l'île Maurice après son indépendance en 1968. 3 mois plus tard, soit le 22 mai 2019, c'est l'Assemblée générale de l'ONU qui adopte une résolution pour que la Grande-Bretagne restitue dans les 6 mois l'archipel des Chagos à Maurice. La Grande-Bretagne a continué entre-temps à faire la sourde oreille et n'a pas voulu se soumettre à cette résolution. Le 15 janvier 2020, au cours d'un sommet sur les investissements de la Grande-Bretagne en Afrique, le Premier ministre mauricien a laissé entendre qu'il allait porter plainte auprès de la Cour pénale internationale contre les dirigeants britanniques pour crimes contre l'humanité. Le 25 mai 2020, la nouvelle carte publiée par l'ONU fait apparaître l'archipel comme territoire mauricien. La Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer des Nations unies a conclu dans son arrêt du 28 janvier 2021 que la revendication de souveraineté par la Grande-Bretagne sur l'archipel des Chagos va à l'encontre des conclusions dans l'avis consultatif de l'Assemblée générale de l'ONU. En février 2022, l'État mauricien organise une mission de cartographie afin de conforter sa demande de délimitation de sa zone économique exclusive par rapport à celle des Maldives. Enfin, au début du mois de janvier 2023, le Royaume-Uni accepte de participer aux négociations avec Maurice. L'offensive diplomatique menée par l'île Maurice pour la restitution de cet archipel interpelle sur le cas des îles éparses à Madagascar. Un dossier qui n'avance pas et qui pédale dans la semoule. Jusqu'à maintenant, le dossier est au point mort. En 1979, une résolution des Nations unies demandait la restitution des îles éparses à Madagascar. En novembre 2019, s'est tenue l'unique réunion entre la France et Madagascar pour trouver une issue à ce conflit.
La réunion suivante était prévue les 2 et 3 novembre 2022, mais a été reportée à la demande des autorités malgaches. Depuis, Madagascar brille une fois de plus par son inertie au plan international sur le dossier des îles éparses. Il exhibe pour le moment sa présence diplomatique à la présidence de structures régionales comme la SADC ou la COI, où le leadership est tournant. Face à la crise énergétique persistante et suite aux récentes manifestations populaires, les dirigeants ont enfin réagi lors du Conseil des ministres d'hier. Ce dernier a annoncé le lancement de 2 grands projets de construction de centrales hydroélectriques, un dans les Coupes, région Analamang, d'une capacité de 64 MW et un autre à Ivulbe-Irunj, 220 MW. Selon les explications, l'urgence de ces projets requiert leur réalisation immédiate, quelles que soient les contraintes foncières. Des mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique seront envisagées si nécessaire, soit de manière amiable. Cependant, les responsables de la JIRAMA préviennent que les efforts pour limiter les coupures d'électricité ne se feront sentir qu'au bout d'un an au moins. Les efforts déployés s'étendent sur une durée de 1 an, car c'est en juin de l'année prochaine que la nouvelle machine de 105 MW sera enfin installée à Mbouimanamboul, fonctionnant au fioul lourd. Cette installation devrait résoudre une grande partie des problèmes d'approvisionnement en électricité. Elle servira de solution transitoire en attendant le développement des projets d'énergie et avant Saoufke Vulbe. D'un autre côté, les délestages sont en grande partie à cause du fait que la centrale hydroélectrique d'Antekalek, qui alimente en grande partie Atal-Najiv, souffre d'un déficit hydrique sévère. Avec un débit actuel de seulement 23 mètres cubes par seconde, au lieu des 48 mètres cubes par seconde requis pour une production optimale de 112 MW, la JIRAMA est contrainte de limiter son activité à 2 machines sur 4. Cette pénurie d'eau, principalement due à la dégradation de l'environnement, nécessite des mesures collectives urgentes, a déclaré la maire d'Antekalek. Il sera impossible de contrôler les gens sans recourir à la force, étant donné l'importante migration vers cette case que je déclare être dans un état de dégradation avancé. Des opérations de pluie artificielle sont programmées pour vendredi et samedi sous réserve de conditions météorologiques favorables. Il est de la responsabilité de chaque citoyen, en particulier de ceux à qui le pouvoir a été confié, de protéger l'environnement. Les dirigeants portent également une grande responsabilité, notamment en ce qui concerne la recherche des solutions durables aux problèmes de l'électricité et d'eau dans le pays. Il est à noter que ces dirigeants auraient dû poursuivre depuis longtemps les grands projets initiés par leurs prédécesseurs, mais ils ont délibérément choisi de ne pas les continuer pour des raisons politiques et par fierté déplacée. Ainsi, c'est l'ensemble du peuple malgache qui ont subi aujourd'hui les conséquences, ont déploré les observateurs. Les habitants d'Ivanj, Maatoul-Sov-Maswanj et des environs ont manifesté dans les rues la nuit dernière pour exprimer leur frustration face aux coupures répétées d'électricité. D'après les plaintes, l'électricité est coupée dans la localité dès 5 h du matin, revient brièvement, puis disparaît à nouveau pour ne revenir qu'à 21 h. Comment la JIRAMA réagirait-elle si on payait les factures par petites tranches, tout comme elle fournit l'électricité? Se sont demandé les manifestants. La population malgache, fatiguée par ces coupures prolongées, exprime un ras-le-bol général et des remords. Nous en avons vraiment assez car l'électricité est toujours coupée durant la journée. Il n'y a ni eau, ni électricité. Nos enfants ne peuvent pas étudier le soir, car nous sommes plongés dans l'obscurité. Quand l'électricité revient, c'est à peine pour 5 minutes, d'où cette manifestation. Comment la JIRAMA va réagir si nous réglons nos factures de la même manière qu'elle nous fournit de l'électricité? En tranches, 500 ariars, puis 200, et encore 100 ariars? Nous devrions payer nos factures comme ils nous distribuent l'électricité. Nous sommes dans une situation difficile sans électricité, mais quand la facture arrive, elle est toujours très élevée. Et si elle n'est pas payée à temps, ils coupent immédiatement notre courant. Sans solution donc, on va sombrer dans l'anarchie, et chaque foyer vivra dans la peur, plongé dans un état chaotique. Voilà la réponse des élus, torturer les citoyens qui les ont choisis à 100%. Tous,
Même ceux qui n'ont pas voté ou n'ont pas exprimé leur opinion ressentent aujourd'hui des regrets. Outre l'électricité, les habitants ont également manifesté à cause de la pénurie d'eau. À Mahatoun-Soif-Massanj, cela fait 1 à 2 mois qu'il n'y a plus d'eau courante. Les résidents sont contraints de se rendre dans les champs pour s'approvisionner ou de payer des intermédiaires pour obtenir de l'eau. Les habitants peuvent-ils continuer ainsi? Utiliser de l'eau insalubre? Certains tombent malades et finissent à l'hôpital, incapables de supporter la mauvaise qualité de l'eau. Chez nous, il n'y a plus d'eau courante. Auparavant, un seau coûtait 500 ariars, maintenant c'est 1000 ariars, et bientôt ce sera 2000 ariars, ce qui est bien au-delà du pouvoir d'achat de la population. Les gens sont obligés d'aller dans les champs pour remplir leurs bidons. Dans de telles conditions, Madagascar ne se développe pas. Comme à l'accoutumée, les forces de l'ordre étaient présentes sur les lieux lors de la manifestation des habitants d'Ivanj Mahatoun-Soif-Massanj. Cette situation pousse les habitants à s'interroger, d'autant plus qu'ils n'ont fait que revendiquer pacifiquement leurs droits. Les forces de l'ordre sont toujours promptes à intervenir lors des manifestations comme celle-ci, mais elles restent invisibles lorsqu'il s'agit de répondre à des situations d'insécurité, là où leur présence est réellement nécessaire, ont-ils déploré. Faute de vision claire et de capacité à concrétiser leurs promesses, les dirigeants se voient contraints d'en faire de nouvelles. C'est ainsi que fonctionne le régime actuel. Les promesses du régime Radziwiłł sont nombreuses, mais restent largement non tenues. Selon les analystes politiques, le changement doit commencer par chacun. Il est essentiel que chacun prenne conscience de son rôle et réfléchisse attentivement à ses choix politiques afin de ne plus être trompé ni de se tromper. Choisir un leader qui a une vision claire de développement plutôt qu'un leader qui ne sait que faire rêver. Le changement doit commencer par chacun d'entre nous. Lorsque nous écoutons des politiciens, nous nous concentrons sur sa personne, ses origines et son parti, au lieu d'écouter attentivement ses idées. Si nous continuons à juger sur la personne, nous serons toujours en difficulté. C'est pourquoi j'appelle tous les citoyens à prendre conscience, mieux vaut tard que jamais, de l'importance de ne plus se focaliser sur les individus en politique. Madagascar a toujours été confronté à la pauvreté, notre réflexion ne doit pas se limiter à une comparaison entre le passé et le présent. Nous devons avoir une vision claire de nos objectifs et des moyens d'y parvenir, en choisissant des leaders qui possèdent une réelle vision, plutôt que ceux qui se contentent de nous faire rêver. La situation actuelle du pays appelle également à l'unité de l'opposition pour contester les actes répréhensibles des dirigeants et se préparer à résoudre les problèmes du peuple dès qu'elle accède au pouvoir. Il incombe au peuple d'observer et d'analyser la manière dont la politique s'exerce dans le pays afin d'éviter de se laisser à nouveau duper par des promesses non tenues. La saison cyclonique 2024-2025 s'annonce active, avec une activité cyclonique prévue normale à supérieure à la normale climatologique. On estime qu'environ 2 à 5 cyclones pourraient toucher directement Madagascar. Les prévisionnistes de la Direction générale de la météorologie ont présenté aujourd'hui les perspectives climatiques pour la saison chaude et humide 2024-2025, à savoir des estimations générales sur les précipitations, la température et l'activité cyclonique. À partir de janvier, la saison cyclonique s'annonce active. Bien que le nombre habituel de cyclones touchant Madagascar soit de 1 à 2, cela pourrait augmenter pour atteindre entre 2 et 5, qui risquent d'impacter surtout les côtes nord et est de l'île. Ce n'est plus seulement le nombre de cyclones qui importe, mais leur intensité. Même un seul cyclone mais puissant pourrait avoir de graves conséquences pour Madagascar. Outre les cyclones, la température devrait également augmenter, tout comme les précipitations au cœur de cette saison des pluies. Pour les prévisions en ce début de saison des pluies, les précipitations devraient être légèrement inférieures à la normale, en particulier dans l'ouest et le sud de l'île. Au nord, un peu plus de précipitations sont attendues, mais globalement, les niveaux resteront en dessous de la normale. Cependant, au cœur de la saison des pluies, c'est-à-dire en décembre et janvier, les précipitations devraient s'intensifier,
notamment dans le nord de l'île, où elle pourrait dépasser la moyenne habituelle. Cette présentation des estimations climatiques pour la saison des pluies est effectuée chaque année, selon les explications. Elle vise à orienter les autorités de chaque secteur dans leur prise de décision et à les aider à mieux se préparer. De New York au Texas, en passant par Baltimore et la Géorgie. Des dockers en grève à l'entrée des ports ce matin. L'image est inédite aux États-Unis depuis près de 50 ans. Qu'allons-nous faire ? Tout faire fermer ! Le principal syndicat a appelé ses 85 000 adhérents à cesser le travail, déterminés à se faire entendre. On ne bougera pas tant que nous n'aurons pas obtenu ce que nous méritons. Nous allons marquer l'histoire, car les employeurs ont fait des profits historiques en les gardant pour eux. Les grévistes accusent les grands transporteurs d'avoir engrangé des profits records à l'époque du Covid, sans en faire bénéficier les salariés. Ils réclament une augmentation de 77% sur 6 ans et dénoncent l'automatisation progressive de leur activité. Les employeurs favorisent l'automatisation, soi-disant pour des questions de sécurité. Mais c'est surtout une façon de réduire les coûts pour augmenter un peu plus leurs profits déjà exceptionnels. Tous les grands ports de la côte Est et du golfe du Mexique sont concernés. 14 villes par lesquelles entrent près de la moitié des importations américaines. Nous allons manquer de charcuterie italienne, de fromage, d'huile d'olive et même d'emballage. Si la grève dure au-delà de quelques semaines, il va falloir trouver d'autres fournisseurs. Et cela va faire monter les prix. Le spectre d'une flambée des prix en pleine campagne électorale, un levier puissant pour les syndicats de dockers. Joe Biden se présente souvent comme le président américain le plus favorable aux syndicats de l'histoire. Il va vite devoir trouver une solution pour ne pas exposer Kamala Harris aux critiques des républicains dans cette dernière ligne droite de la présidentielle américaine.